Rafael Nadal et Roger Federer se partagent les honneurs et les principaux titres depuis le début de l'année. 2 campagnes d'anthologie. L'Espagnol, moins intermittent que le Suisse dans son calendrier, est un numéro 1 mondial logique. Mais le Suisse, notamment parce qu'il a constamment dominé son rival dans les confrontations directes, n'est-il pas le véritable homme de l'année? Dans quelques semaines, l'ATP dévoilera comme chaque fin de saison ses trophées pour la campagne écoulée. Parmi eux, celui de joueur de l'année. Dans l'immense majorité des cas, le lauréat n'est autre que le numéro 1 mondial à l'issue de la saison, ce qui relève d'une forme de logique. Mais peut-on être l'homme de l'année sans la boucler tout en haut de la hiérarchie? Dans l'absolu, oui. Le classement ATP répond à une pure formule mathématique, le choix du joueur de l'année sur des considérations subjectives. Elles peuvent diverger, de temps à autre. Prenons un cas de figure poussé presque à l'absurde. Si un joueur remporte une bonne douzaine de titres dans l'année dont quelques Masters 1000 mais s'incline 4 fois en première semaine en Grand Chelem, il pourrait très bien terminer devant un joueur ayant réalisé le Petit Chelem qui aurait obtenu peu de résultats significatifs en dehors des majeurs. Le second serait pourtant désigné joueur de l'année à coup sûr, tant la prégnance du Grand Chelem est importante. L'exemple Connor. Bien sûr, dans l'immense majorité des cas, il y a convergence entre le numéro 1 de fin d'année et l'homme de la saison. Depuis plus d'un quart de siècle, c'est même du 100%. Il faut remonter à l'année 1989 pour trouver une distinction entre ces deux titres. Ivan Lendl avait fini en tête du classement mais Boris Becker avait été désigné joueur de la saison. À la fin des années 70, c'était même presque une coutume. Jimmy Connor, sur le trône à la fin de 4 campagnes consécutives de 1975 à 1978, n'avait jamais été nommé homme de l'année. Cet honneur était revenu une fois à Arthur Ashe 75 et 3 fois à Björn Borg de 76 à 78. Les mathématiques n'ont pas toujours raison. Le cas qui nous occupe, celui de la saison en cours, est intéressant dans la mesure où 2 joueurs se sont partagés la quasi-totalité des principaux titres. Sur les 12 tournois majeurs de l'année, 4 en Grand Chelem, 8 en Master 1000, Rafael Nadal et Roger Federer en ont remporté 9 à eux deux, ne laissant que 3 M1000 en route, 2 pour Alexander Zverev, 1 pour Grigor Dimitrov. En 2017, il y a donc eux et le reste du monde. Alors, à ce jour, qui de l'Espagnol ou du Suisse a l'avantage pour être considéré comme le joueur de la QV 2017? Comme disent les Américains les jours d'élection présidentielle, ce pourrait bien être too close to call. Trop indécis pour se décider. Une chose est sûre, Rafael Nadal est le numéro 1 mondial et, même si Federer a réduit l'écart à Shanghai, la marge du Majorquin reste confortable si près de la ligne d'arrivée. Federer peut encore le coiffer, surtout si Rafa devait être contraint de renoncer à Bâle et Bar-Oblique ou Bercy pour cause de genoux endoloris. Mais, à ce stade, il a la main. Et il serait logique qu'il finisse au sommet. Il a été présent toute la saison, au contraire de Federer qui a zappé un trimestre entier. Il a, de fait, remporté beaucoup plus de matchs, 65 contre 44 points les confrontations directes comme arbitre. Pourtant, si on compare sa saison et celle de Federer, il n'est pas inepte de juger que celle du Suisse est plus phénoménale encore d'un point de vue qualitatif, même si nous sommes là dans l'épaisseur du trait. Les 2 hommes comptent 6 titres chacun, 2 majeurs, 2 Master 1000, 2 500 pour Nadal, 2 majeurs, 3 Master 1000 et 1 500 pour Federer. Et puis, il y a surtout ce 4-0 en faveur du Bâlois dans les confrontations directes qui, forcément, pèse lourd. D'autant qu'il y a la 3 finales. Si Nadal en avait gagné 1 ou 2, la donne serait différente. Là, bien sûr, on peut toujours arguer que si Federer avait joué sur terre battue, et si les 2 hommes s'étaient croisés sur la surface fétiche de l'homme de Manacor, leur bilan commun serait très probablement différent. Mais ça, ce sont des si. Les faits, eux, disent que Federer a battu Nadal 4 fois en 4 matchs, dont 3 finales, dont 3 victoires à plate couture. Si la saison s'arrêtait aujourd'hui, il n'y aurait donc rien de scandaleux à considérer Federer comme le joueur numéro 1 de l'année, et Nadal, disons, le numéro 1 bis. Sa campagne personnelle est trop exceptionnelle pour le désigner numéro 2. Mais la saison n'est pas finie. Avec un Master 1000, plus encore, le Master de Londres, il reste du beau linge à tendre. Il est probable d'ailleurs que le rendez-vous de l'eau puissance 2 Arena s'avère comme le juge de paix idéal. Si l'un des 2 monstres soulève le trophée dans ce qui est considéré généralement comme le 5e plus grand tournoi de l'année.